C'est où là? C'est à l'écran, pardon. Bonjour à tous. J'ai juste un petit problème de partage d'écran. Ça ne m'arrive pas normalement. C'est là. J'ai mis ça où? Voilà. Bonjour à tous. On a le plaisir d'accueillir encore une fois Julien Bourgos, créateur du podcast disponible sur Imago TV qui s'appelle Homoticus. Nous, on adore, on est tous fans. Et comme la dernière fois, Julien va nous faire un podcast sur un sujet surprise. Voilà, nous n'avons rien préparé. À toi la parole, Julien, et merci une fois de plus de revenir avec nous. Oui, merci Fabrice. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Et merci de m'avoir invité encore une fois pour cet événement. Je suis ravi d'être là. Très brièvement, donc, je m'appelle Julien Burgos. Comme l'a dit Fabrice, j'ai créé ce podcast Homoeticus il y a presque 2 ans maintenant. En gros, dans ce podcast, je parle de différents. Je fais surtout des chroniques de livres qui portent sur la question écologique, sur les questions des fois démocratiques et politiques, mais surtout sur les questions écologiques en fait, pour réfléchir aux différents problèmes auxquels on fait face. Et aujourd'hui, alors ça c'est mon podcast que je fais, je dirais d'un point de vue citoyen, si on pourrait dire ça, ou d'un point de vue d'un engagement personnel. Et à côté de ça, je travaille dans l'humanitaire, dans la coopération au développement, dans une ONG basée en République tchèque, puisque j'habite en République tchèque. Et on travaille dans une vingtaine de pays à travers le monde, voilà, sur différentes crises et problématiques humanitaires. Donc ça, c'est mon métier à côté, ce qui fait que j'ai aussi beaucoup voyagé moi-même, à la fois pour mon loisir, mais surtout aussi pour mon travail dans différents pays, pas toujours très touristiques d'ailleurs. Mais voilà, j'ai vu un petit pays. Et donc, je vais partager mon écran pour que voilà, j'ai une petite présentation pour pouvoir discuter. Ok. Je pense que vous voyez mon écran. Tout est bon. Ok. Voilà. Parfait. Ok, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, le titre un peu de cette session, de cette présentation que je voulais faire aujourd'hui, c'est la transformation à l'ère de l'Anthropocène. Alors, vous verrez pourquoi. Je ne vais pas divulguer tout maintenant, mais vous verrez pourquoi à la fois je parle de transformation et pas nécessairement de transition, et pourquoi l'Anthropocène. Et brièvement, on va aller voilà, sous une brève introduction sur moi-même que j'ai déjà plus ou moins faite, un peu discuter des problèmes et des défis et pourquoi je fais ça en fait, pourquoi je fais ces podcasts et réfléchir à différents points et éléments qui peuvent être intéressants pour vous aussi. Alors, parce que on peut se demander pourquoi un podcasteur qui fait des livres sur l'écologie, en quoi c'est en lien avec le voyage. Donc, on verra ça après. Euh, Comme je disais, donc j'ai un podcast Homoeticus que vous pouvez trouver aussi sur mon site web homoeticus.fr. Et vous voyez ici des couvertures de livres sur lesquels j'ai fait des épisodes récemment. Donc, ça peut porter à la fois sur le recyclage, sur les théories démocratiques comme le municipalisme libertaire, ou sur l'antispécisme avec un livre comme de Carnage de Jean-Marc Gansil, ou des réflexions sur la technologie et l'impact environnemental sur la 5G et autres. Donc, ça, c'est quelques exemples. Et presque tous les 15 jours, j'essaye d'avoir un nouvel épisode. Alors, pourquoi je fais ça et pourquoi j'ai envie de partager aussi cette expérience avec vous? C'est parce que, en plus de mon travail de l'humanitaire, donc j'ai eu envie dans mon parcours de m'impliquer plus pour être acteur de changement face aux défis auxquels on fait face dans nos sociétés, face aux problématiques qui vont venir ou qui sont déjà là, à la fois dans notre vie, on va dire, personnelle ou de tous les jours, mais qui impactent bien évidemment nos activités économiques, quelles qu'elles soient. Et donc pour cela, d'abord, il faut bien comprendre de quoi on parle, quels sont les problèmes, les défis auxquels on fait face. Et donc, je vais brièvement venir là-dessus.
Alors bien évidemment, il y a la crise écologique, on en parle de plus en plus, mais ça n'est pas nouveau, hein. Ça fait déjà un bon moment que la crise climatique existe et qu'elle ne fait que empirer. En tout cas, il n'y a aucune mesure qui sont mises en place vraiment pour freiner cela et ce qui nous amène à des catastrophes climatiques et environnementales de plus en plus extrêmes, avec des désastres et des événements climatiques extrêmes, que ce soit des inondations, des typhons, euh, des ouragans ou autres, ou des chaleurs extrêmes et des sécheresses à d'autres endroits. Et tout ça, ces crises écologiques ont un impact, bien évidemment, sur la vie des gens, sur leurs activités, et dans votre cas, bien évidemment, dans les pays peut-être où vous avez vos activités liées au voyage et au tourisme. Et ces crises écologiques, ça implique aussi la déforestation. Il n'y a pas dans le problème écologique, il n'y a pas que la crise climatique, malheureusement, il y a aussi le problème de la biodiversité, de l'extinction de la biodiversité au niveau mondial. Alors certes, ici ou là, il y a des poches de biodiversité, les Galapagos ou autres, mais ce n'est pas en préservant des petites poches qu'on va maintenir la biodiversité dans son ensemble. Et il faut voir comment protéger aussi cette biodiversité tout en prenant en compte les activités humaines qui sont autour, traditionnelles, on va dire, et qui en général, jusqu'à présent, n'auraient pas un impact destructeur là-dessus. Il faut aussi comprendre, par rapport aux crises écologiques, hein, tout ce qui est impact aussi lié au tourisme, hein, tout ce qui est destruction des côtes, par exemple, ou la construction d'immeubles ou d'hôtels, tout ce qui est transport aérien, bien évidemment, puisque l'avion a un impact. Non seulement il émet beaucoup de CO2, mais comme il vole en haute atmosphère, sa contribution au réchauffement climatique est plus importante encore. Et donc, dans votre secteur, vous avez vu ces questions venir par rapport à l'avion notamment, et c'est à prendre en compte. On parle de l'anthropocène. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, l'anthropocène, c'est euh, un nouveau terme, ou enfin, pas si nouveau que ça d'ailleurs, mais depuis le début des années 2000, qui est utilisé pour parler de la nouvelle ère géologique dans laquelle on se trouverait, nous en tant que au niveau géologique, c'est-à-dire sur la planète, et anthropos, donc de l'humain, parce que ce serait l'humain qui a une empreinte géologique donc sur la planète et sur les écosystèmes, d'où l'anthropocène. Et ce terme-là, même s'il n'est pas encore 100% approuvé d'un point de vue scientifique, il est encore quand même de plus en plus visible, il circule de plus en plus dans les articles, dans les livres, pour montrer à quel point les activités humaines ont un impact immense sur les écosystèmes et surtout, d'ailleurs, depuis, alors, à partir de quand ça a commencé, mais en tout cas, ça a bien augmenté depuis la révolution industrielle et encore plus depuis 1950, ce qu'on appelle la grande accélération, enfin, ce que certains appellent la grande accélération, et on le voit sur ces graphes ici, où à partir de 1950, il y a une montée exponentielle de plusieurs indicateurs, que ce soit le PIB, la population mondiale, la population urbaine, la consommation énergétique, la consommation d'engrais, etc., et y compris le tourisme international. Alors, et cette consommation ou ces tendances exponentielles font que, et c'est pour ça qu'on parle donc de l'anthropocène dans l'époque qu'on est. Bien évidemment, on peut questionner aussi ce terme, hein, parce que cela implique que ce seraient tous les humains, partout où qu'ils soient, qui sont responsables de ces consommations-là et de ces pics de destruction aussi en termes d'écosystèmes. Or, bien évidemment, on ne peut pas mettre toutes les catégories d'humains dans le même sac, si je peux m'exprimer ainsi. Certains peuples consomment beaucoup moins d'énergie, ont beaucoup moins consommateurs que les Occidentaux, que les Américains ou que les Français. Et donc, on ne peut pas forcément mettre tout le monde sous ce terme d'anthropocène. Certains proposent le terme de capitalocène, un peu pour provoquer, si je pourrais dire, c'est-à-dire que c'est bien à partir du début du capitalisme qu'il y a une montée en flèche, et impulsée par l'Occident, bien évidemment, et une montée en flèche de tous ces éléments et de tous ces indicateurs qu'on voit ici. Et il y en a plein d'autres, en fait, hein. Il y a une page Internet, je ne me rappelle plus exactement comment elle s'appelle, ça doit être anthropocène. Quelque chose, euh, sur lequel j'ai trouvé d'ailleurs ce graphe, et il y en a encore bien plus d'autres qui montrent cette grande accélération.
Et donc, pour faire face à cela, il faut penser différemment, parce que là, on est dans l'exponentielle doit s'arrêter à un moment. C'est comme tout, à un moment, soit ça stagne, soit ça chute. Et donc, comment on pense à un nouveau modèle de société, une nouvelle manière de travailler, un nouveau mode d'être ensemble face à ces défis-là. Alors ça, c'est les crises écologiques d'un côté. Mais il y a aussi les crises économiques et sociales. On l'a vu en France avec les Gilets jaunes, il y a eu le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis qui a essaimé euh, dans différents pays. Et peu importe que l'on soit d'accord ou pas avec les revendications des uns ou des autres, c'est pas ça le débat, mais ce que ça montre, c'est qu'il y a un sursaut, il y a un plus de mouvements sociaux et qui impliquent des destructions ou des actes de violence. Encore une fois, le terme de violence peut être discuté aussi, mais en tout cas, qui reflète des conditions sociales, des conditions économiques difficiles et pas uniquement, d'ailleurs, ça existait, tout ça, c'est avant le Covid, hein, donc on est dans cette crise économique et sociale. Certains parlent de crise économique majeure qui devait arriver en 2020. Alors bon, il y a eu le Covid, donc c'est déjà une bonne crise quand même. Mais le problème des dettes privées et des dettes publiques dans différents pays font il y a la peur d'avoir des crises économiques à cause de ça, comme celle de 2008 en fait, parce que la bulle des dettes est tout simplement énorme. Euh, et donc, ben, c'est à prendre en compte tout de même dans notre analyse. Il y a évidemment des crises démocratiques, et peut-être d'ailleurs c'est la base des autres crises qu'on a vues précédemment. Ici, j'ai pris deux personnages, deux exemples pour pour, montrer à quel point ces crises démocratiques sont présentes. Trump élu, et espérons, enfin en tout cas c'est mon souhait personnel, ne pas réélu, et Bolsonaro de l'autre, au Brésil, qui ont tous les deux à la fois cette vision, ou en tout cas des comportements un peu hallucinants, mais en même temps des politiques plutôt contre, qui ne vont pas en réponse aux défis à la fois socio-économiques et écologiques dont j'ai parlé précédemment. Et donc ces crises démocratiques s'accélèrent. Et on le voit même d'ailleurs euh, dans nos pays où, quand bien même on fait des pétitions qui recueillent 2 millions de signatures, quand bien même on fait des manifestations monstres sur le climat en France comme il y a eu l'année passée, quand bien même on ferait des pétitions ou des procès ou des attaques en justice comme l'affaire du siècle sur la question du climat, eh bien, pas grand-chose ne change. Et quand bien même encore on ferait des conventions climatiques, des conventions citoyennes sur le climat, comme il y a eu récemment, qui proposent leur piste de solution, eh bien, on voit que même ça, ça passe à la trappe. Et on se demandera dans quelques mois combien de ces solutions proposées par la Convention citoyenne sur le climat vont rester. Probablement très peu. Donc ça sert à quoi d'avoir des mécanismes démocratiques de décision ou si au final, il faut juste voter une fois tous les 5 ans et c'est tout. La démocratie, de mon point de vue, ça n'est pas ça. Sur ce, d'ailleurs, je vous invite à écouter mon épisode sur le municipalisme libertaire, qui a une autre vision de la démocratie, que j'ai publié, c'est le dernier épisode que j'ai fait. Autre crise, bien évidemment, c'est la Covid, donc, que vous-même, vous avez vécu de manière assez directe en tant qu'acteur du voyage, puisque tout est fermé et d'ailleurs, pas vraiment repris. Mais la Covid, même si c'est maintenant une sorte d'épisode ponctuel maintenant, un peu imprévisible, même si certains avaient prévu qu'il pouvait y avoir des pandémies au niveau global, qu'il pouvait y avoir ce type de risque, euh, ça restait, c'est venu comme une surprise, mauvaise surprise. Et le problème, c'est qu'on peut s'attendre à la multiplication de ce type de mauvaises surprises à venir dans le futur, parce que les risques écologiques ne font qu'augmenter, comme je l'ai dit au début. Et la Covid est aussi en partie en lien avec la crise écologique, puisqu'elle est liée au fait qu'il y a des déforestations, du coup, de proximité entre des poches de vie sauvage et des animaux sauvages qui sont en contact avec les humains, des bactéries, des virus se transmettent, et avec la mondialisation des échanges, tout ça se diffuse en 3 mois à partir de la Chine, partout sur la planète. Or, d'ailleurs, il y avait eu des pandémies similaires, par exemple, dans les années 70, et ça avait mis 3 ans pour se diffuser.
Là, en 3 mois, c'est réglé parce que les échanges se sont multipliés. Et plus on affecte les écosystèmes, plus ce type de pandémie a le risque d'advenir. Mm. Alors, euh, on me dirait, bon, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi en tant qu'entrepreneur privé ou comment je prends ça en compte dans mes réflexions? Je pense que euh, voilà, la Covid est un des bons exemples, c'est-à-dire ça vous a impacté directement et assez violemment, je pense. Et tous les autres éléments et toute potentielle crise qui peut venir ont le potentiel d'impacter votre secteur d'activité et tout autre secteur d'activité d'ailleurs. Et donc, il faut penser comment s'adapter, comment passer à un autre niveau euh, et penser changement. Et c'est ce que je pense que vous êtes en train de faire avec cet événement, encore une fois. Euh, et d'ailleurs, c'est là que je parlais au début, dans le titre de ma présentation, de transformation, parce que je pense qu'on n'est pas vraiment dans une logique de transition. Parce que transition, ça veut dire qu'on va faire des petits pas, petit à petit, qu'on va faire une transition en douceur. Or, la crise du Covid, ça n'a pas été une transition, hein. Ça a été un choc et ça a été une transformation forcée. euh, et, euh, et donc, quand on parle de transition, souvent, je pense qu'on essaye de noyer le poisson et de retarder la prise de décision nécessaire pour faire des transformations vraiment profondes et radicales. Et quand je dis radicales, ça veut dire aller aux racines, hein, c'est de là que vient le mot radical, aller aux racines des problèmes et aux racines des défis auxquels on doit faire face. Et c'est de cela qu'on a besoin pour avancer en tant que société humaine, mais en tant que société, en tant qu'entreprise également. Et donc, il y a besoin d'avoir cette transition, d'avoir, pardon, cette transformation. Alors, je ne vais pas jusqu'à parler de révolution, parce que je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais parler de transformation, de mutation, comme le papillon, on va dire, qui passe de chenille au papillon, une vraie transformation nécessaire pour s'adapter à un nouveau mode de vie. Et pour cela, un des points que moi je mets en avant, c'est celui de la résilience. Parce que, alors, c'est un mot un peu valise, parfois on a l'impression, ce terme de résilience, utilisé un peu à tous les niveaux. Et j'ai vu d'ailleurs récemment, en faisant un peu mes recherches pour cette présentation, qu'il y a des fonds de résilience pour le Covid qui se multiplient par-ci par-là. On a beaucoup parlé de résilience au début en tant que résilience individuelle pour faire face au choc en tant qu'individu. Mais bien évidemment, il y a les résiliences de groupe, résilience d'entreprise, résilience des sociétés. Et c'est de cela que j'ai envie de parler. Alors, il y a plein de différents schémas qui expliquent ce qu'est la résilience, à quel niveau la résilience doit être prise en compte. On parle de résilience au niveau écologique, socio-économique, institutionnel, et c'est un peu les différents niveaux dont j'ai parlé déjà auparavant. On parle aussi de résilience au niveau des entreprises, avec comment on travaille avec les équipes pour que les équipes soient plus résilientes, comment on travaille au niveau du leadership, au niveau de l'agilité financière. Voilà, ça, ce sont des thèmes qui sont de plus en plus inclus dans ce qu'on appelle voilà, la résilience d'entreprise. Et moi, ce que j'aime envie de parler aussi, c'est la résilience des communautés, community resilience en anglais, parce qu'au plus, c'est un des termes, ou une des approches qu'on utilise beaucoup moi, dans le travail de développement ou humanitaire que je fais dans les pays affectés par des crises, disons par exemple la République démocratique du Congo ou en Éthiopie par exemple, ou si on voit qu'il y a des villages, des communautés qui sont affectés par la sécheresse, eh bien la meilleure manière pour eux de se préparer, c'est de travailler la résilience au niveau de leur communauté et pas nécessairement d'attendre que c'est l'État qui va venir les sauver. Et d'ailleurs, dans un monde en crise ou qui est secoué par différentes crises, c'est surtout sur votre voisin, sur vos amis, sur la communauté que vous allez pouvoir créer autour de vous, plutôt que sur l'État loin qui viendra vous sauver. Euh, et d'ailleurs, on le voit lorsqu'il y a des tremblements de terre ou lorsqu'il y a des désastres, c'est d'abord les gens proches de vous avec qui vous pouvez compter. Et donc, cette résilience au niveau des communautés est très importante. Elle implique différentes choses. Elle implique d'abord une analyse des risques, une analyse de compréhension des événements, et c'est un peu ce que j'ai décrit tout à l'heure. Elle impose de comprendre aussi quelles sont les différentes ressources et capacités qu'on a au niveau des groupes, quelles sont les faiblesses, mais les avantages, les forces que l'on a au niveau naturel, sociopolitique, financier, etc.
et penser après au type d'action qu'on peut mettre en place au niveau des communautés pour renforcer notre résilience, pour se préparer à différents chocs et pour renforcer la résilience. Et moi, je crois une des choses qu'on devrait vraiment mettre en place au niveau des sociétés, mais je pense aussi au niveau des entreprises, c'est de renforcer la capacité de travailler ensemble et d'apporter plus de démocratie au niveau local, au niveau municipal, pour renforcer la prise de décision et pour renforcer l'implication de la population dans les choix qui sont faits. Aujourd'hui, on veut nous vendre la 5G avec peu de bénéfices réels pour la population. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite. Il y a eu encore, je crois que c'était hier, une interview sur la chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Il y avait deux invités, Philippe Biwix et j'ai oublié le deuxième, mais il parlait notamment de différents des éléments sur la 5G. Et d'ailleurs, Philippe Biwix est une personne très calée sur tout ce qui est low-tech. Je crois que vous avez aussi parlé de ça pendant ce séminaire. Donc voilà, si vous voulez aussi vous faire une idée sur la 5G, je vous invite à écouter ça. Donc oui, donc l'idée c'est, ce que je disais, c'est de revenir à un peu plus de démocratie locale, enfin revenir, ou en tout cas venir à plus de démocratie locale pour que nous ayons la capacité d'influencer les choses de notre quotidien et qui sont autour de nous, c'est-à-dire quel type d'agriculture on va avoir autour de nous, est-ce qu'on a envie d'avoir des épandages juste à côté, est-ce qu'on a envie, quel type d'alimentation, etc., etc. De quelle manière on peut être plus résilient au niveau local. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi avec la crise du Covid, c'est pas de masque, pas de protection, parce que tout ça a été externalisé en Chine ou ailleurs. Et maintenant, on se dit, ah ben oui, en fait, il faut mieux se préparer, c'est une surprise, et on va peut-être produire nous-mêmes les masques en France. Euh, et effectivement, si on veut être plus résilient, cela demande une certaine autonomie, au moins sur les points essentiels. Et d'ailleurs, une des logiques que je trouve intéressante pour parler de démocratie locale, ce sera probablement d'ailleurs un des thèmes de mes prochains épisodes du podcast, c'est de parler de la vision biorégionale sur base de ce livre, mais il y en a d'autres. Euh, la vision biorégionale, c'est de dire, euh, en tant qu'humain ou en tant que citoyen, on est d'accord, on est dans un État, mais aussi fait partie d'un écosystème ou d'une région plus ou moins cohérente, mais en tout cas, souvent, on vient d'une région particulière et précise. Et d'ailleurs, même moi, quand je suis en République tchèque, je dis j'habite ici, que je dis que je suis français, on me demande où en France. Donc, ce n'est pas suffisant comme information. Il faut que je donne la région, la Bretagne, pour dire, voilà, je viens de Bretagne, je suis breton. Donc, il y a cette logique des régions, mais aussi parce que les régions ont une certaine cohérence en termes d'écosystème, une certaine cohérence écologique par rapport à la fois aux fleuves, par exemple, aux bassins versants, aux écosystèmes. Et donc, la gestion de ces écosystèmes par rapport à cette logique biorégionale a beaucoup plus de sens. Et plutôt que d'avoir parfois un territoire trop grand qui englobe des écosystèmes complètement différents et des approches qui sont harmonisées pour tous les territoires, mais pour des territoires très différents. Et donc, cette vision biorégionale implique aussi d'apporter plus de démocratie au niveau local et plus d'autonomie au niveau des régions. J'ai trouvé, d'ailleurs, en faisant cette recherche encore, j'ai trouvé cette carte que je n'avais jamais vue, mais que je trouve intéressante, qui montre un peu les différentes régions, pas forcément les régions administratives, hein, mais les régions selon culturelles, mais d'un point de vue aussi écosystémique, qui peuvent être aussi d'ailleurs euh, euh, restreintes ou divisées en plus petites régions selon la cohérence des écosystèmes, comme je le mentionnais plus tôt. Donc, si ça vous intéresse, je ferai probablement un podcast sur cette question, parce que je pense qu'elle peut nous apporter beaucoup. Et même, de la même manière, on peut réfléchir d'un point de vue du voyage, du tourisme, comment être dans une logique régionale et renforcer la cohérence de la région et de la force de ces régions-là pour le voyage. Euh, Plutôt que d'aller dans plein de régions différentes et voir trop de choses différentes. Alors, la question maintenant, c'est aussi comment créer de la résilience à travers le voyage, que ce soit pour les personnes qui voyagent, pour le voyageur, ou pour les communautés qui accueillent, dans laquelle il faut aussi penser à elles, de quelle manière on peut les renforcer et peut-être de quelle manière nous, enfin vous, disons, en tant qu'acteurs du voyage, contribuer à la résilience des communautés ou des peuples ou des endroits dans lesquels vous travaillez. Et pas seulement uniquement créer ou amener des touristes ou des voyageurs. Par exemple,
il y a quelques années, j'étais en Mongolie pour un des projets sur lequel on travaillait notamment. Donc, c'était sur le tourisme, hein, ça fait partie de mon travail sur le développement. Et donc, on voulait voir de quelle manière on pouvait susciter ou amener, renforcer les approches touristiques en Mongolie. Euh, et on était en partie sur l'ouest de Ulaanbaatar pour aller voir différentes communautés qui habitent dans ces régions très touristiques pour la Mongolie, très touristiques là-bas, mais qui en fait, ces communautés, alors qu'elles habitent là-bas, elles ne sont impliquées ni dans l'hébergement, ni dans la préparation euh, de repas, dans la cuisine par exemple, ni dans les procédés ou dans l'agriculture pour apporter de l'alimentation pour les voyageurs oui, et les camps de yourtes qui viennent. Donc tout ça, donc la question, c'était comment on peut renforcer la coopération entre les communautés qui sont là-bas, plutôt que de tout amener de Ulaanbaatar, de la capitale, et d'amener à la fois les cuisiniers, la nourriture et tout, tout de la capitale, et rien consommer sur place. Et ça a différentes implications. Une approche, parce que si vous faites ça, par exemple, vous allez voir que il n'y a pas d'emploi du coup au niveau des communautés, au niveau local dans la province, et donc tout le monde vient dans la capitale pour chercher du travail. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Ulaanbaatar devient une ville immense avec des camps, enfin en tout cas des structures de yourtes tout autour de la ville qui chauffent au charbon tout l'hiver, un hiver assez long, et Ulaanbaatar est la ville la plus polluée au monde à cause de ça, à cause de cette densité de population sur Ulaanbaatar. Alors, ce n'est pas que à cause du tourisme, hein, bien évidemment, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une manière peut-être de réfléchir à comment renforcer localement et cela peut répondre à différents problèmes, à la fois d'emploi au niveau local, mais aussi de diminuer la pollution à Ulaanbaatar, qui est vraiment immense en ce moment, etc., etc. Euh, alors moi j'avais différentes idées, j'ai réfléchi, mais comment on peut voilà, faire en sorte qu'à la fois les individus soient plus résilients, et pour ça on peut penser à des voyages de type aussi informatif, ne pas être uniquement dans une découverte splendide, mais aussi comprendre quelles sont les problématiques du monde, quelles sont les problématiques des communautés locales. Si vous allez au Chili ou si vous allez en Bolivie, quels sont les impacts de l'extractivisme, par exemple, sur les communautés locales? Qu'est-ce que ça veut dire pour elles? Comprendre cela. Alors, c'est sûr, c'est peut-être pas toujours marrant, mais ça permet d'ouvrir les yeux et ça permet de transformer la société aussi en ayant une meilleure compréhension. Il peut y avoir aussi des types de voyages de réflexion, de transformation intérieure. Il peut aussi y avoir des voyages de type, dans une logique un peu de réensauvagement, si je pourrais dire. Il y a ce philosophe Baptiste Morisot qui écrivait récemment un livre sur le pistage et la connexion avec le vivant. Euh, je ne sais pas à quel point ces choses-là sont possibles, bien évidemment, mais je trouvais que c'était intéressant. Et il peut y avoir aussi des types de voyages d'apprentissage pour créer d'autres types de sociétés, voir des alternatives. On a parlé du low-tech, d'autres choses, etc., etc. Mais aussi, surtout, appuyer les communautés locales, je dirais, savoir valoriser les différences de ces communautés par rapport à la vision occidentale qui se croit encore et toujours supérieure par rapport aux autres, pourtant responsables de l'Anthropocène, en tout cas de la grande accélération dont je parlais plus tôt. Donc, à nous aussi d'être plus modestes en tant qu'occidentaux et d'apprendre des autres qu'est-ce qu'elles ont fait, de quelle manière elles vivent, quelles sont les valeurs qu'elles respectent, parce que je pense qu'on doit vraiment réfléchir sur les valeurs de nos sociétés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé mon podcast Homo eticus, c'est-à-dire l'idée c'est qu'il faut passer de l'homo economicus qui fait que penser au profit ou en tout cas à maximiser ses ressources, à une logique éthique avec différentes valeurs qui ne sont pas uniquement euh, l'économie. Et ça, peut-être que en allant voir dans d'autres communautés, eh bien, on peut aussi apprendre de cela. Euh, oui, donc voilà, quatre petits points pour conclure en conclusion. Euh, alors d'abord, avoir une analyse radicale, c'est-à-dire aller à la racine des problèmes et de la situation pour comprendre les problèmes et être lucide, ne pas se fermer les yeux, ne pas tomber dans la facilité, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut être lucide sur les problèmes qui existent. Renforcer la résilience locale et communautaire, qui me paraît un élément important, et il y a plein de choses qui peuvent être faites. Réfléchir à vous, comment vous pouvez faire cela. Moi, j'ai donné quelques idées, mais si ça se trouve, elles sont pas correctes ou complètement stupides, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui peut être pris de cela. Et valoriser cette différence, la logique des biorégions, revenir à la force des territoires et à la fois même des communautés locales, d'ailleurs, qui habitent. Je trouvais intéressant sur les biorégions. Aux États-Unis, ils avaient fait une comparaison sur les différentes biorégions dans tout le territoire des États-Unis.
quand on les compare avec les territoires des tribus ou des peuples amérindiens donc, au 19e siècle, eh bien, ça colle. Il y a une correspondance euh, assez stupéfiante entre les écorégions d'un point de vue écosystémique et les territoires des tribus à l'époque. Voilà. Et donc, je termine sur ça. Merci de m'avoir écouté. Et voilà, on a le temps, j'espère, pour quelques questions. Alors, je me demande si on a quelques minutes pour des questions. On a encore 8 minutes. Donc, évidemment, il y en a certains parmi vous qui nous écoutent peuvent être surpris du contenu de la conférence. Si on a fait ça, c'est parce que Julien n'est pas un marchand de voyage, mais c'est quand même un grand voyageur, en tout cas dans l'esprit, puis même dans les faits. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Et nous, on trouve ça très intéressant de faire venir des gens qui sont des grands voyageurs, de manière large, hein, des explorateurs, mais qui ne sont pas des marchands de voyage, parce qu'ils questionnent clairement notre métier. Et ben, moi, je vous remercie, Julien, parce que vous avez fait une tentative de vous mettre à notre place et d'imaginer ce que pourrait être le voyage résilient. Et donc, on est nombreux à réfléchir à tout ça. Donc, merci beaucoup, parce que là, la dernière partie, c'est très appréciable de tenter de nous aider à comment résoudre ça de manière pratique. C'est pas simple. On se pose plus de questions qu'on a de réponses. Parmi vous, y a-t-il des questions peut-être ou non, ou même des commentaires, parce que peut-être que certains sont surpris. Pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, voilà, c'est possible. Parce que je regardais dans la liste. En fait, je pense que, Julien, là, on a un auditoire qui n'est pas forcément habitué à ça. Enfin, c'est une question que je me pose en écoutant tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas de question, donc je vais continuer juste à commenter. C'est que je me disais que merci d'être venu, parce que j'ai l'impression que tu es venu pour ça. C'est un peu faire ton colibri, on va dire. Tu es venu apporter des messages qui, je ne sais pas comment ils seront entendus. En tout cas, c'est clairement un message plutôt décroissanciste. Qui est inhabituel dans un forum d'entrepreneurs qui cherchent à plutôt être en croissance ou à retrouver la croissance. Je pense que, bien évidemment, il y a en réfléchissant au contenu de ce que je voulais faire aujourd'hui, je me rendais bien compte qu'il y a un certain décalage entre ce que vous faites et peut-être le message que je voulais transmettre. Mais je me suis dit, bon, allez, on y va, on provoque un petit peu et puis on peut voir un peu quelles sont les réactions. Je pense que, en tout cas, dans tous les cas, je pense qu'il est nécessaire de réfléchir à cela, à la fois comme entrepreneur et comme citoyen, tout simplement. Et de plus en plus, moi, je me dis qu'il faut se concentrer plus sur la qualité des choses que l'on veut faire, la qualité de la vie, et moins sur la quantité. Ça paraît tout bête, hein, et j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, hein, mais voilà, c'est un peu l'idée de la décroissance, je pense. Nous, on essaye en tout cas, quand on va terminer ce soir le Grand Bazar, on va se retrouver en séminaire avec des collègues et on essaye de définir le voyage low-tech. Donc, on essaye de définir ce concept-là. Donc, la low-tech, pour ceux qui, je le rappelle, c'est la basse technologie et c'est surtout 3 aspects. C'est ce qui est durable, ce qui est disponible, ce qui est utile. Donc, à nous de définir le voyage durable, utile et disponible. Il y a plusieurs manières de le faire. Je vais te laisser le mot de la fin, si tu peux conclure là. Si tu as une idée du voyage low-tech, si tu peux nous aider, voilà, c'est pas si simple. Tu as essayé de le définir. Oui, non, c'est à réfléchir vraiment sur chaque élément du processus, peut-être à la manière d'un ingénieur, peut-être que c'est mon background d'ingénieur qui revient là, mais décomposer les points ou les étapes les unes après les autres et voir sur chaque élément de quelle manière on peut agir pour diminuer son impact ou pour avoir des logiques différentes. Moi, c'est vrai que, comme tu me le disais, hein, comme tu le disais tout à l'heure, ouais, je me considère pas comme un grand voyageur, mais c'est vrai que j'ai grandi, enfin, en tout cas, j'ai été beaucoup marqué par les livres de récits de voyage de Nicolas Bouvier, des Stevenson, des autres assez historiques, on va dire. Et c'est dans cette logique-là, moi, que je me plonge à la fois dans une réflexion
d'exploration lente et littéraire aussi à la fois. En tout cas, on peut peut-être dire qu'on souhaite et qu'on risque de. Je pense que oui, passer son week-end à Barcelone pour faire du shopping ou pour faire la fête, y aller en avion, ça, c'est sûrement pas du bon voyage vertueux. Cependant, il faut sans doute continuer à voyager plus loin, plus longtemps, enfin, ou moins loin ou plus longtemps, et moins souvent. Ça te va, ça, oui, et utiliser le voyage. Enfin, je ne sais plus qui en parlait hier à une conférence. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est le voyage doit commencer quand tu fermes la porte de chez toi. C'est à ce moment-là que commence le voyage. Alors que ces dernières années, il commence souvent quand tu arrives à l'aéroport de destination. Enfin, Ouais. c'est vrai. Ouais, il faut le Qu'en voir penses? comme une transformation, le voyage, tu vois? Il ne faut pas que ce soit juste, je pense, un divertissement. Suffisamment de divertissement, mais ça doit l'être aussi en partie, bien évidemment, mais je pense que quand le voyage est intéressant, c'est lorsqu'il nous transforme, lorsqu'il nous apporte des choses, lorsqu'il nous donne des émotions et lorsqu'on sort de notre confort. C'est comme ça qu'on apprend, c'est quand on sort du confort et c'est un peu ça que je pense que le voyage apporte. Eh bien, nous te remercions depuis ton refuge. Tu es en République tchèque, hein, tu es à côté de Prague, hein, c'est ça? Oui, oui. Bon. Eh bien, merci beaucoup. À la prochaine et je retrouve tout le monde sur la conférence suivante Merci à toi. avec Merci à vous. Walter Bouvet. Au revoir. Au revoir. Et donc, n'hésitez pas, je fais un dernier coup de pub. Nous, on adore. Vous allez sur Homoticus. Ça vous fera gagner beaucoup de temps. Moi, je le conseille souvent à des collègues parce que c'est comme ça qu'on a découvert Julien, parce qu'il fait gagner beaucoup de temps. Il vous évite, par exemple, il faut faire un résumé d'une heure d'un bouquin qui fait 500 pages. Je Oui, pense à tes notes sur Hariri, par exemple, où voilà, tu fais gagner beaucoup de temps, quoi. Et tu ouais. donnes beaucoup de références et tu donnes envie de lire aussi. Donc, merci pour ce travail. Je vous invite à aller sur son podcast, ce qui s'appelle Homo Eticus. Au revoir. Merci Fabrice, merci. Au revoir.